Salut à tous, nouveau point upgrade, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Cela dit, ce point upgrade sera sensiblement différent par rapport aux autres parce qu'il n'y aura pas de gros travaux dans la vidéo, mais plutôt du repérage pour des nouvelles pièces. Et d'ailleurs, je vais vous présenter des nouvelles pièces. On se retrouve après le générique. Ceux qui me suivent que sur YouTube, déjà merci, hein, c'est déjà bien. Je vous présente les nouvelles jantes de la Familia. Donc c'est des Braid, vraies jantes de rallye, hein, commandées chez GT2i. Là on est passé en 16, je suis passé en 16 sur ces jantes-là. À savoir que d'origine, sur la Familia, sur la motorisation d'où elle était d'origine, c'est-à-dire le 1,3 litre, on était en 14. Là, je suis passé en 1,8 litre, qui va être le 1,8 litre turbo, qui va être boosté à peu près à 400 chevaux. Je pense que les 16, elle les portera largement. D'ailleurs, j'étais un peu inquiet, je vais faire l'unboxing en même temps, j'étais un peu inquiet du poids, parce que c'est des jantes forgées et que mes OZ sont déjà méga lourdes, mais il se trouve que, bah, en ayant sous-pesé, je les trouve assez légères, quoi. Il me dit, je vais mettre les mêmes jantes que toi. J'ai dit, bah vas-y, parce que si t'as plus de carrette, gaillard. Voilà, on a la petite protection. Alors, comme j'ai dit quand je l'ai présenté sur d'autres réseaux sociaux, euh, seul regret que j'ai avec ces jantes, quand même, c'est pas le fait que... Je vais laisser découvrir. Voilà. C'est des Braid Evo 2, normalement. Alors, c'est pas le fait qu'ils fournissent pas de centre de roue, hein, parce que ça, je m'en fous. Ça permet même d'en mettre des personnalisés avec le logo Mazda ou autre. Mais par contre, ce que je regrette, mon petit cœur de gosse aurait bien voulu un petit sticker. C'est les petits paquets d'Haribo qu'ils mettent des fois avec les pièces là un peu perf. Mais bon, donc voilà. Là, on est donc sur un ET. Normalement, si je dis pas de conneries, on est sur un ET 21 contre un ET 37 sur les OZ. C'est du 4 par 100. À l'ésage, je crois qu'on est en 54 au niveau du centre. Et c'est tout. Les pneus, ça sera du 205 16, 205 45 16. Voilà, je pense que c'est le bon compromis. Pas trop taille basse, parce que c'est à partir de 40 qu'on rentre dans les tailles basses. Mais 50, ça fait un peu haut pour du pneu, enfin, pour du sinueux, tout ça, ça peut donner un peu de roulis. Je pense que le 45 sera le bon compromis. 205, on sera pas trop large pour la voiture. Ça permettra d'être, d'ailleurs, de fitter un peu mieux que les OZ. Et 16, voilà, je ne vais pas aller au-delà de 16, ça sert à rien. Il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. Donc voilà, ça c'est les jantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Bon, il va falloir attendre pour les monter, hein, parce que j'ai pas encore les moyens de prendre les pneus, hein, ça viendra petit à petit, mais pas tout de suite. Et au moins elles sont là. Oh mince. Alors déjà, dans un premier temps, on va lever la voiture, parce que j'ai reçu la canalisation de frein. Donc pour ceux qui se souviennent, dans les épisodes précédents, j'avais expliqué qu'en mettant mes Durita Avia de 323 GTR, je m'étais précipité et comme un bleu, j'avais pété la canalisation de frein arrière gauche. J'avais acheté l'outil, j'avais réparé une fois, deux fois, trois fois, et ça goûte toujours. Euh, Ça, je mets ça sur le dos du fait que quand j'ai fait la découpe avec la Dremel de la canalisation, donc avant d'utiliser l'outil, je pense que la découpe n'est pas nette, elle n'est pas pile droite, et ça c'est quelque chose que je vais galérer à voir, enfin que j'allais galérer à voir et à rattraper, sachant que je suis tout seul à bosser ici à mon garage. Donc l'idée c'est que j'ai racheté directement la canalisation, mais là il faut que je lève parce que j'ai un petit doute sur la compatibilité de la pièce. Ça m'a l'air d'être la même forme, mais au niveau, on va voir ça ensemble, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, la canalisation elle est là-dedans, donc vous voyez qu'elle fait pas tout le long de la voiture. À mon avis, elle arrive pile au-dessus du réservoir. On va voir. La pilule dégage. Le froid est tellement violent qu'il me fait bégayer. Donc voilà, donc là on a la durée, donc ça, enfin, la canalisation, ça va vers l'avant. Alors déjà rien que la forme, déjà m'inspire pas trop confiance que, donc ça irait. Ouais non, c'est comme ça.
au-dessus du réservoir, et donc ça remonte dans le passage de roue. Non. Et en fait, si vous voulez, cet angle-là, il ne me parle pas pour moi. Dans mes souvenirs, ça fait vraiment un arrondi. Mais après, ça, c'est pas vraiment grave. Et on peut voir que, donc il y a tout qui est fourni avec, hein, les olives, tout ça. Et c'est de la référence Mazda. Je ne sais pas si vous le verrez. Je l'ai tapé avec la référence qu'on m'a donnée chez Mazda pour ma voiture. Donc théoriquement, ça devrait être que la bonne. Ça ne peut être que la bonne. C'est mieux comme ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. What the fuck? Je crois que c'est l'arceau. A few moments later. Alors désolé, comme d'hab, j'ai oublié ma lumière. Donc, je me repère. Donc là, on a la Duritavia. Là, on voit super mal. Là, après, on a la tâche dans laquelle ça passe. Et la durite sur la corde là, à la canalisation qui passe en dessous. Du coup, c'est même... ça me rassure parce que je me rappelais plus que c'était comme ça. Pour moi, ça revenait ici, ça faisait un U. Et après, c'était raccordé. Je vais essayer de vous filmer ça autrement. Oups. Le flasque. Ok. C'est bon signe. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Donc moi, elle avait pété un peu plus haut finalement. Vous voyez, parce que là, j'arrive plus jusqu'à la tâche. Bon, après, ça bouge pas, ça se prendra pas dans les roues, mais ça avait pété. Il manque toute cette section. Donc j'avais réparé, il y a toujours l'olive d'origine. Seulement ici, ça goûte. C'est de la merde, c'est tout. Donc, tout simplement, j'ai repris une canalisation neuve. Et quand je l'ai reçue, pour moi, si vous voulez, dans mes souvenirs, ça partait comme ça, en canalisation, donc en rigide. Ça remontait et ça faisait un U comme ça. Pas du tout. En fait, pas du tout. J'ai vérifié des deux côtés, donc ça me rassure pour le montage de la nouvelle canalisation. J'en ai rien à foutre. Alors, je suis allé voir sur la voiture. Donc j'ai bien compris comment ça se foutait. Donc ça passe sous l'un des longerons qui est en dessous. De chaque côté, il y a une des poutres. Voilà. Donc par contre, ce que je comprends pas, c'est que sur celle d'origine, ça passe bien sur le longeron, mais après, ça part pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Logique, ça suit la forme de la voiture. Donc je sais pas trop. C'est pour ça qu'il faut que je lève la voiture beaucoup plus haut et puis que je contrôle tout ça. Pareil, alors, à l'endroit où je soupçonne que ça vienne se raccorder, si tant est que cette canalisation soit la bonne, il y a une sorte de support avec une vis qui permet de maintenir les 5 mêmes canalisations, parce qu'il y a aussi l'essence qui passe à côté, de les maintenir en place les unes à côté des autres un peu, comme ce qui se fait sur les faisceaux de bougies, quand vous en achetez des performances, ils vous fournissent des fois une sorte de platine avec des trous dedans pour passer les faisceaux, ce qui leur permet de rester bien les uns à côté des autres. Et bien là, il y a à peu près le même truc. Et je soupçonne qu'éventuellement, dans ce support, c'est là que se fait la jonction avec le reste de la canalisation. Mais ça, je ne le saurais pas. Ta gueule, les connards. Ça, je ne le saurais pas tant que j'aurais pas levé plus la voiture et vraiment aller éclairer avec une lampe, tout ça. Comment? Et je crois que je vais devoir démonter le réservoir, ce qui m'emmerde un petit peu, parce que démonter le réservoir, c'est pas dur là-dessus, mais ça m'oblige à aller ressortir l'arceau, là c'est une galère, pour aller bien avoir accès aux durites d'essence qui viennent se mettre sur le réceptacle de pompe, les sortir, déconnecter la pompe à essence, ça c'est pas dur, c'est accessible,
pour après enlever le réservoir, pour avoir accès... c'est pas... J'ai pas l'habitude de ce genre de complications. Alors là, je suis en train de plancher sur les fixations de l'échangeur. Parce que oui, il servira qu'en V2. Mais en V1, bah, il sera quand même en position. Donc on laissera les capuchons pour éviter qu'il y ait des merdes qui rentrent dedans. Et puis pour bien montrer que la voiture en atmo et pas encore en turbo. Je vais déjà plancher dessus parce que après je vais pouvoir poser la grille qui va protéger aussi cet échangeur, hein, parce que l'idée c'est pas que ça soit lui qui serve de bouclier pour le radiateur. Je vais plancher dessus, faire l'installation de la grille que j'achèterai à terme. Et au moins j'aurais pu revenir de ce côté-là et puis ça fera fini au niveau de la face avant de la voiture parce que je vous montrerai tout à l'heure sans l'échangeur, ça fait un gros trou, ça fait horrible. Oui, ça fait allusion. Donc, j'ai sorti de mon stock cette ancienne barre. Alors, ça, pour ceux qui connaissent, normalement, vous avez 2 platines ici. Et c'est une barre anti-roulis arrière de Honda Civic EJ2. C'est un truc que j'ai récupéré, qu'on m'a filé il y a longtemps. Les fixations étaient pétées, mais moi, j'ai récupéré la barre. Et vous voyez, je l'avais déjà percée en prévision d'un autre boulot, enfin pour servir à autre chose, et là finalement je me dis qu'elle va pouvoir me servir, donc il y a des perçages à refaire, mais pour fixer l'échangeur déjà en bas, et puis après mettre une fixation aussi en haut, faire une sorte de cadre en fait, et aller se repiquer sur le masque de la voiture. Vous voyez, sans l'échangeur on voit le radiateur d'origine en plus. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi t'as pas mis un radiateur alu. Ben, en vrai, alors je tiens ça d'un artisan, d'un vieux de la vieille, hein, vraiment les anciens comme on aime, qui m'avait expliqué que les radiateurs en bakélite a priori refroidissaient mieux, enfin ceux d'origine, mais que forcément il y a moins de contenance et il y a moins de côté, bah, les radiateurs alu, c'est censé ne pas rouiller. Donc voilà. Donc pourquoi j'en ai pas mis pour le moment? Parce que c'est pas la priorité, et parce que... Donc l'idée ça va être de venir poser ça comme ça. Ça va être de poser ça comme ça. Là j'ai une sorte... ici à cet endroit là j'ai une sorte d'attache là. Une sorte d'anneau. Certainement pour maintenir un radiateur de clim ou l'échangeur quand elles sont en version turbo diesel. Bah non. L'échangeur est là-haut sous la prise d'air. Ça pas un peu con lui? Donc je sais pas. Mais en tout cas... Ça, je vais certainement le faire sauter. Ça fait une patte, hein, en fait, une patte un peu comme ça, perforée. Un support, hein, clairement, c'est un support. L'idée serait de se placer comme ça, et puis centrer l'échangeur. Là, on a aussi une patte de fixation. Ça serait bien que il y a les deux mêmes. Bah écoutez, je crois que j'ai trouvé un truc qui me simplifie même la tâche. J'ai trouvé 2 autres pattes de fixation. Encore une fois, j'ignore à quoi elles servaient. La barre est assez longue. Ce qu'on va faire, c'est juste une petite rallonge de ces pattes. Hop. Et on viendra le mettre comme ça. Putain, il est fort ce con. Voilà, là on n'est pas collé. C'est pareil, il faut penser à l'épaisseur de l'échangeur. C'est pas mal, hein. Ça là. À la limite même, lui, je le boulonne. Voilà, ça c'est peut-être mieux. Lui, je le boulonne bien comme il faut à ce support-là. D'ailleurs, je crois que les trous là vont correspondre. Ça tombe bien. Et ensuite, je fais une avancée pour fixer l'échangeur. On va voir ça. Hein. Donc, on va utiliser cet outil très technologique pour vérifier. Je vous montre. Pour vérifier si les trous tombent en face par rapport au support. Les trous qu'il y a déjà sur la barre. Donc là on est en face. Oh, là on est légèrement décalé. Il faudrait qu'à la limite, ouais, je les ajoute. Ouais, alors l'idée pour ça va être tout simplement d'ajourer les trous. Je me demande si je les ajoure pas, vous voyez, les trous extérieurs là, si je les ajoure pas en diagonale, bah, et vous savez quoi?
Ça, c'est fait exprès pour mettre des platines. Donc je fais une platine un petit peu en équerre, qui vient dépasser sur le côté, et qui en plus me donne, là je mets des équerres, ça me donne mon avancée pour l'épaisseur de l'échangeur, et ça me donne l'ajustement nickel pour aller sur les supports. Il n'y aura plus qu'à percer aux bons endroits pour visser l'échangeur, et on est bon. Je pense qu'on est pas mal sur cette solution, je suis assez content de moi là. Il est content. Alors en ce qui concerne la communication, les instruments de communication dans la voiture, j'avais eu ce PMR qui me permettait, en dévissant l'antenne, de plugger l'antenne qu'il y a sur le toit de la voiture. Donc ce qui permet d'avoir une portée bien supérieure, et ce PMR reste dans la voiture pour communiquer avec les paddocks. Mais il va falloir que je me procure une prise comme ça, enfin plutôt comme ça du coup, la partie mâle, parce que quand j'ai passé mes câbles tout le long de l'habitacle pour arriver là où je voulais dans la voiture, je les ai passés dans une gaine plastique pour protéger d'éventuelles frictions avec des matériaux saillants, style l'arrière du tableau de bord, tout ça. Et au bout d'un moment, comme un gros débile, en fait je l'avais passé dans la gaine, et je l'avais fait dépasser. Une fois que j'avais vu que c'était la bonne taille, j'ai rétracté, et je me suis gardé un peu de marge, et j'ai coupé. Et évidemment, le fil a fait ressort dedans, et pouf, ça m'a fait couper la connectique ici. Donc c'est pas grave, ça se ressoude. Mais évidemment, comme par hasard, je ne la retrouve pas. Donc, il va falloir que je me procure une prise qui soit compatible avec ce PMR pour la ressouder là sur le câble de l'antenne qu'il y a sur le toit, pour la souder là-dessus. Donc voilà, le câble que je vous ai montré à l'intérieur, c'est le câble de cette antenne. Elle est bien cette antenne en plus, parce que avec le papillon qui est ici, on peut l'orienter ou littéralement, enfin complètement la replier, ce qui peut être pratique si on transporte la voiture dans des caissons fermés. Ça c'est plutôt pratique. Alors me procurer une prise d'antenne là, et puis la ressouder, et puis plugger ça sur le PMR de la voiture, et après on pourra tester avec n'importe quel PMR, donc même des PMR lambda comme celui-là là, pour tester la portée, tester si ça fonctionne bien. Normalement il n'y a pas de raison, mais bon. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait un peu léger. Habituellement, j'essaie toujours de vous montrer des évolutions sur la voiture. Donc avec vraiment un début, un milieu, une fin. Où au début de la vidéo, la voiture... à la fin de la vidéo, la voiture est un peu plus avancée qu'au début. Là, c'est surtout du repérage de boulot. On commence à tâtons à voir où est-ce qu'on va, en gros. Et voilà pour cette partie 1 du Point Upgrade épisode 41. Dans la partie 2, j'espère bien que la météo sera plus clémente et que je pourrai vous proposer des travaux en vidéo, une avancée réelle. Là, c'était plus du repérage et de la présentation de pièces, mais ça a son utilité quand même. Donc, moi, je vous donne rendez-vous sur la partie 2 du Point Upgrade épisode 41. Salut!